Mythes et complots avec Christian Page. Bon, on parle du diable cette semaine, Christian. Puis là, tu nous disais avant la pause que tout le monde pense que le plus grand cas d'exorcisme du 20e siècle, parce qu'on l'a beaucoup galvaudé, on le comprend. Le film L'Exorciste a été un impact extraordinaire à la fois sur le cinéma et sur la culture populaire. Mm-hmm. Et on a appris par la suite que cette histoire-là avait été inspirée d'un événement réel qui s'était produit en 1949 dans la banlieue de Washington, D.C. Moi, j'ai suivi cette trace-là. J'ai même pu remonter au possédé, le jeune garçon possédé qui avait 14 ans à l'époque, qui s'appelle Ronald Unkeler, qui vit encore aujourd'hui à Lawrence, pas tellement loin de Washington. Je l'ai même eu au bout du téléphone. Il a refusé de commenter l'expérience en soi. Mais bref, tout ça pour te dire qu'on évoque souvent cette histoire-là en disant c'est le seul cas bien documenté. Mais en réalité, de cette histoire-là, on n'a que le registre, une sorte de compte-rendu, un journal qui était rédigé soir après soir par les prêtres exorcistes. Mais c'est très subjectif ce que ces gens-là ont rapporté. Alors qu'on a des cas plus récents et encore mieux documentés. Mais c'est vrai que l'exorcisme se fait toujours sous le couvert du secret, du mystère, et il est difficile pour les gens de l'extérieur d'avoir accès à ces informations-là, à moins qu'il y ait un événement extraordinaire. Et on a eu, disons, la chance, entre guillemets, d'avoir accès à de la documentation comme celle-là dans le cas d'Annaliese Michel. C'est une jeune femme qui, à partir de la fin des années 60, a commencé à avoir des troubles de comportement. Elle était adolescente et jeune adulte, ces phénomènes se sont accélérés. Et puis finalement, à l'automne de 1975, ses parents ont demandé c'est une jeune femme qui vivait en Allemagne et à Tegenburg-Enheim en Allemagne. Et puis, à ce moment-là, lorsque les phénomènes se sont précipités, les parents ont demandé un exorcisme et exorcisme qui a été autorisé par l'évêque du diocèse. Et pendant donc 6 mois, il y a eu cette séance d'exorcisme. Et là, contrairement Pendant 6 mois? Pendant 6 mois, les séances d'exorcisme ont perduré. Donc, chaque 2 ou 3 jours, on relançait l'exorcisme. Et cette histoire-là, il y avait des enregistrements, contrairement au fameux exorcisme de 1949. Dans ce cas-là, on a au moins des enregistrements audio. On va faire entendre pour nos auditeurs aujourd'hui, on va entendre un court extrait de ça, d'1 minute à peu près, et la voix que vous allez entendre, la voix gutturale, n'est pas Linda Blair dans sa performance, c'est bel et bien Annaliese qui s'adresse au prêtre exorciste. Et on va écouter ça et je te reviens ensuite là-dessus. No, je krijgt ja genoeg daar, je trekt zo bij den zeggen het parador, bij den doctrine zo. Ja. Dan is je beter. Dan zie je hem met een gravenhuis. Dat is zo modern. Hebben we nog meer weten? Maar dat is genoeg. Ja. Christian. Oui. Bon. Christian. Ouais. Attends une minute. Christian. Oui. T'es-tu sûr de ton affaire? Oui. Écoute, dans le cas d'Annaliese, elle avait 23 ans à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, et toujours je le mets entre guillemets, oui. Annaliese est décédée le 1er juin 1976. Son histoire a servi de canevas de fond au film que beaucoup probablement de nos auditeurs ont déjà vu, qui s'appelle L'exorcisme d'Émilie Rose. Donc dans ce cas-là, en 1976, à la mort d'Annaliese, l'affaire s'est retrouvée devant les tribunaux parce que les parents ont demandé que soit délivré un acte de décès. Le médecin légiste appelé au chevet, évidemment, a constaté que la mort, il y avait quand même des éléments un peu mystérieux. La jeune femme n'était plus qu'une sorte de squelette humain. Elle ressemblait davantage à un survivant d'un camp de concentration qu'à une jeune femme en santé de 23 ans. Alors, le médecin légiste a refusé de libérer ce document, cet acte de décès, et l'affaire s'est retrouvée devant les tribunaux. Les prêtres exorcistes
comme les parents d'Annaliès, ont été accusés d'homicide involontaire, négligence criminelle. Et à cause de cela, les bandes audio des enregistrements, parce que on a des heures et des heures d'enregistrement, ces bandes audio ont été présentées devant le tribunal. Faut avouer que c'est très difficile d'introduire devant un tribunal, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada. C'est très difficile de faire introduire des éléments à caractère surnaturel. Dans ce cas-là, on a fait introduire les bandes audio. Et à l'écoute, à l'audition de ces bandes-là, on découvre qu'il y a des éléments qui sont accrocheurs. Par exemple, à des moments donnés, on a l'impression d'entendre deux voix qui se chevauchent. Alors là, ça, c'est très difficile à expliquer. C'est sûr qu'on pourrait dire Annaliès, c'est une personne qui souffre d'une névrose, mais il y a des conditions qui sont particulières. Mais Christian, qui a vérifié tout ça, là? Qui nous assure que c'est pas une arnaque ou le disque des Beatles tourné à l'envers ou, tu comprends ce que je veux dire? On a toutes les minutes du procès, les contre-expertises, les contre-interrogatoires des juges. Donc, c'est pas des juges et des jurés, pas des jurés, mais du procureur, le juge, etc. Donc, on a toute la dynamique de la cour. Et c'est pour ça, quand je te parlais des conditions extraordinaires. N'eût été de la mort d'Annaliès, évidemment, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de cette histoire-là. Les documents, les enregistrements auraient probablement disparu dans quelques archives au Vatican ou dans un diocèse quelconque. À cause de la mort d'Annaliès, on a pu avoir accès à ces informations. Et encore aujourd'hui, près 40 ans après les événements, on continue dans les milieux qui s'intéressent à ce genre de recherche, on continue d'utiliser l'affaire Annaliès-Michel comme étant un peu une mesure étalon. On s'intéresse à ça. Les enregistrements sont très intéressants. Le docteur Hollery lui-même s'est beaucoup intéressé à cette histoire-là et il va en parler plus abondamment dans la conférence de samedi. Donc, c'est une histoire très intéressante, l'affaire Annaliès-Michel. D'accord. On s'arrête un instant. On est avec Christian Page. No, jetzt kriegt ihr genug da, jetzt Je savais, j'aurais pas dû manger de McDo. C'est la fille, ça? Oh, oui, en 75? Oui, Annaliès-Michel. Je te jure, hein? Le souper a mal passé. Oui. Bon, c'était possédé, en fait, par plusieurs entités, hein, dont il y avait Caïn, il y avait Hitler, il y avait donc plusieurs entités. Merci. Ça, c'est le diable. OK, procès pour un exorcisme raté. Oui, parce que, comme le mentionnait en première partie le docteur Hollery, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le phénomène a assise socialement. Donc, il faut y faire face. Et donc, comme société, on doit s'interroger sur la valeur de tout ça. Et au moment où on se parle, donc lundi, donc il y a 2 jours, il s'est ouvert à Bruxelles un procès de 6 individus accusés d'avoir soumis un exorcisme mortel une jeune musulmane de 23 ans, Latifia Hakmi. Les prévenus font face maintenant à des accusations qui pourraient les conduire pour les 30 prochaines années derrière les barreaux. En fait, l'affaire remonte à 2004. À l'époque, la jeune femme était persuadée que son incapacité à avoir des enfants, à tomber enceinte, était due à la présence de démons qui l'habitaient. Alors, elle et son mari, Mourad Majouz, se sont alors tournés vers un exorciste autoproclamé, Abdel Akrim Aznaghi, un Marocain surnommé le Chic, et l'un de ses disciples, Xavier Maher, donc un Belge de 36 ans, qui lui s'est reconverti à l'islam. Alors là, ici, on ne parle pas, là, on est bel et bien, là, malgré des noms comme ça, on est bel et bien à Bruxelles, on est en Occident, on n'est pas dans un pays reculé. Non, mais à Bruxelles, 25% de la population est musulmane en passant. Oui, c'est ça. Donc, mais tu vas voir que d'ailleurs, il y a un élément assez étonnant dans cette histoire-là. Donc, l'exorcisme s'est tenu dans l'appartement du couple en question, et outre l'exorcisme lui-même, le Chic et son assistant, il y avait également 3 jeunes femmes qui étaient là, des amies apparemment de la future victime et qui ont participé donc au rituel. Durant donc des semaines, en fait, on parle ici d'un rituel qui a duré pratiquement 1 mois. La jeune femme, donc, a été forcée d'avaler des dizaines de litres d'eau bénite. Elle était également battue avec un bâton et forcée de l'eau bénite catholique. Oui, de l'eau bénite catholique. Tu vois, je comprends ton étonnement, mais écoute, poursuivons. Il y a dichotomie ici parce qu'elle avalait de l'eau bénite et elle était forcée de porter 24 heures sur 24 des écouteurs qui repassaient en boucle des versants du Coran.
Bon, je sais pas si c'est ça qui l'a tué. Mais en tout cas, elle était aussi forcée de se laver dans des bains d'eau bouillante et durant les incantations, l'exorciste, là, je te fais la lecture des documents de cours, là, hein? Ah ouais. L'exorciste enfonça ses doigts dans la gorge de la possédée en abjurant les démons de quitter son corps. Ben voyons donc, c'est quand ça? Et oui, bon, tout ça, donc, lundi, c'est produit le procès s'est ouvert lundi, donc cette semaine, et c'est pour ça, lorsque le docteur Hollery parlait un peu plus tôt, il a dit, il y a, au moment où on se parle, des procès qui ont lieu un peu partout où des gens étaient accusés de s'être livrés à des exorcismes. T'es vraiment sur le sujet, toi, avec ta conférence. Donc ça, c'est c'est absolument. Donc lundi, tout ça s'est ouvert lundi. La mort de la jeune femme finalement a été constatée le 5 août 2004, là, à l'issue de cet exorcisme qui a duré pendant 1 mois. La jeune femme est tombée dans une sorte d'état comateux. Le mari, à ce moment-là, apparemment, s'est décidé à appeler le 911. Marie, d'ailleurs, faut-il le rappeler, qui était lui-même officiant durant le rituel de l'exorcisme. Hein? Et lorsque les paramédicaux se sont présentés sur place, malheureusement, il était déjà trop tard. La jeune femme était décédée. Donc, l'exorciste et ses aides de camp ont tous été écroués et aujourd'hui, ils font face à des accusations de torture et de sévices qui ont entraîné la mort. Cette affaire, faut bien le rappeler, est un exorcisme dit sauvage. Moi-même, Benoît, j'ai assisté à des dizaines d'exorcistes dits sauvages. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens, souvent qui appartiennent à des groupements, des fondamentalistes religieux, qui décident de s'improviser exorcistes. Un exorcisme sauvage n'est pas ce type d'exorcisme que l'on voit comme dans le cinéma, l'exorcisme où l'évêque va donner son autorisation. Ce sont des gens qui s'improvisent exorcistes. Dans ce cas-là, c'est exactement ce à quoi on doit faire face. Et pourquoi c'est toujours des femmes? Mais ce qui est étonnant, ce qui est assez étonnant ici, c'est que dans l'islam, ici on a des gens qui sont de religion musulmane et dans l'islam, on n'a pas recours à l'exorcisme. On n'accepte pas cette idée qu'on puisse chasser des démons par des incantations ou des rituels de ce type-là. Alors là, ici, on est vraiment entre deux mondes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont d'obédience musulmane et on a un rituel qui est à peu près typiquement catholique chrétien. Donc, c'est assez étonnant et c'est un peu pourquoi tout ce procès à Bruxelles fait beaucoup parler de lui. Tu me demandais pourquoi ce sont des femmes. Oui. Les femmes, évidemment, on a une sorte de vision. Les femmes sont des pécheresses, ce sont les filles d'Ève, ce sont elles qui sont des tentatrices, elles ont laissé entrer le diable, donc elles deviennent les premières proies du diable. Faut-il te rappeler, Benoît, que durant les grandes chasses aux sorcières de la Renaissance, on a exécuté à peu près 200 000 personnes en Europe, 95% d'entre elles étaient des femmes, donc des citoyennes de seconde zone. Ça devient un beau prétexte, hein? Oui, absolument. Et il y a un film qui sort aussi cette semaine. Oui, ben voilà, restons dans le ton. Cette semaine, donc depuis hier, les gens peuvent aller louer dans leur centre vidéo un film qui s'appelle The Devil Inside. Hein, c'est disponible en DVD maintenant. Ce film c'est encore un film qui s'inscrit dans la lignée des faux documentaires. Hein, on se rappelle, cette vague-là a été lancée avec le projet Blair, suivi de Paranormal Activity, bon, tout ce genre-là. Donc, le film est un peu ça. C'est basé sur l'idée d'un faux documentaire. Des bandes d'archives de vieux films retrouvés. Tu vois un peu le principe. Donc, l'histoire, pour te donner un peu le synopsis de tout ça, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se rend à Rome, où sa mère est incarcérée dans une sorte d'institut psychiatrique en 1989. D'ailleurs, on entend le faux appel au 911 1989. Donc, en 1989, la femme, dans une sorte de crise de possession, a assassiné 3 personnes et parce qu'elle était comme possédée, on l'a amenée dans un institut et tout ça, évidemment, sous l'égide du Vatican, l'Église. On l'a amenée dans cet institut psychiatrique où sont gardés des criminels psychopathes dangereux. Et là, il y a des événements, je te livre pas tout le secret, mais des événements mystérieux se sont produits dans les murs de cet institut. Et là, donc, 20 ans plus tard, la fille de cette possédée, décide d'en avoir le cœur net, veut savoir ce qui est advenu de sa mère. Elle va demander à un cinéaste de l'accompagner à Rome. Et au moment où tout ça se passe, où la jeune fille retrouve sa mère, toujours dans une pièce capitonnée, une chambre capitonnée, elle va faire appel à 2 prêtres exorcistes qui, eux, vont faire un rituel qui est à mi-chemin entre la religion et la science. Et évidemment, tout ça va se terminer dans le sang.
Mais ce que je voulais dire, ça m'étonne. Tu vois, ce film-là, The Devil Inside, n'est pas un grand film. En fait, même si on regarde les standards hollywoodiens, on dirait que c'est un film à petit budget. C'est un film qui a été concocté avec un budget de moins d'1 million de dollars. Donc, aussi bien dire des fonds de tiroir même pour Hollywood. au Québec. Hein. Ouais. Et ce film-là a engrangé, depuis sa sortie en janvier dernier, a engrangé des recettes de 100 millions de dollars. Hein, c'est un très bon investissement, on le comprend. Ce qui prouve que le diable vend toujours très, très bien 40 ans après L'Exorciste. Ça donne le goût. Oui, hein? absolument. Bon, c'est disponible donc en DVD. Ça s'appelle The Devil Inside. Très bien. On s'arrête un instant. On est avec Christian Page. Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac, au 98.5. Bon, Christian Page, là, on parle d'exorcisme. Tu sais, il y a des fois, les adolescents, ils ont l'air possédés un peu. Oui, effectivement. Et bon, les crises d'adolescence, ça peut mener loin. Ouais. On a pu le voir. Les journaux suédois en ont beaucoup parlé ces derniers jours parce qu'il y a un tribunal. Même un petit peu à Montréal, au Québec, ces temps-ci. Oh, il lance des roches. Il y a quelques jours, un tribunal de Suède, dis-je, a ordonné la relaxe d'un couple et de 2 prêtres accusés de mauvais traitement dans une affaire d'exorcisme. En fait, l'histoire est la suivante. Le couple et les prêtres étaient accusés de mauvais traitement sur une adolescente et l'accusé, la victime, en fait, l'adolescente, c'est elle qui avait porté plainte aux autorités. 14 ans. 14 ans. Et la jeune fille avait dit que ses parents, en fait, la croyaient possédée du démon. Ils l'avaient enfermée dans sa chambre à coucher, l'avaient attachée à son lit, lui avait rasé la tête et avait fait appel à 2 prêtres pour l'exorciser. Durant ces exorcismes, ces rituels, toujours selon la version de l'adolescente, elle aurait été battue, elle aurait même été brûlée par une lame d'un couteau porté au rouge. Tout ça s'est ramassé éventuellement devant les tribunaux et le juge, après avoir écouté les versions de la partie défenderesse et la partie de l'accusé, évidemment a conclu que tout ça ne semblait pas tenir la route. Il y avait des failles importantes dans le récit de l'adolescente. Donc, le juge, même en reconnaissant que peut-être certains éléments étaient vraisemblables, non pas certains, mais vraisemblables, il a quand même demandé la relaxe des accusés et il a conclu, en fait, que le scénario proposé par la jeune fille semblait avoir été inspiré par des films vus sur YouTube. Faut se méfier, hein? Je l'ai toujours dit, YouTube, c'est très dangereux. Bon, le diable n'est pas une excuse. Ouais, ben là, c'est beaucoup plus dramatique. La semaine dernière, la Cour d'appel de l'Indiana a rejeté la demande de Latisha Lawson, une résidente de Fort Wayne, qui avait introduit une demande de révision de procès. Faut rappeler un peu les faits, hein. Il y a quelques années, en 2009, la femme avait été accusée d'avoir assassiné son petit garçon, un poupon qu'elle croyait être possédé du démon. Elle lui avait fait boire une concoction qui était composée de vinaigre et d'huile d'olive. Oui, elle avait, c'est épouvantable. Le petit garçon avait été également battu, négligé, tout ça. Donc, la femme a été arrêtée, évidemment accusée d'homicide involontaire sur le poupon. On n'a pas introduit l'élément de la possession de l'exorcisme dans le cadre du procès. On le comprend, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Les juges, jurés, avocats, procureurs n'aiment pas trop jongler avec des notions comme celle-là. Donc, la jeune femme, à l'époque, avait en fait introduit un plaidoyer de non coupable. Le juge ne l'a pas cru. Évidemment, les faits allaient à l'encontre de ça et elle a été condamnée. Et là, voilà que Mme Lawson, aujourd'hui, demande une révision de procès et là, elle se dit non coupable pour cause d'aliénation mentale. Ben oui. Donc, la croit? Et non, et heureusement pour nous, le bureau pour la révision de procès a refusé sa demande. Mme Lawson devra demeurer derrière les barreaux. Mais comment peux-tu avoir toute ta tête si tu bats un petit garçon, si tu fais boire toutes sortes de saletés. Une concoction, comme une savante concoction. Ouais. En fait, dans la justice américaine, comme dans la justice canadienne d'ailleurs, l'idée n'est pas de savoir si ce que l'on fait est ridicule, mais c'est plutôt de savoir si on est conscient que l'on commet un geste délibérément mauvais. Est-ce qu'il y a une reconnaissance entre le bien et le mal? Et visiblement, durant le procès de Mme Lawson, le procureur a clairement démontré que Mme Lawson, parce qu'elle a essayé de cacher le corps de l'enfant après, donc elle était bien consciente qu'il y
avait un geste malsain qui avait été commis. Elle a donc essayé de dissimuler le crime et cela montre qu'elle était saine d'esprit. À tout le moins, elle était assez saine pour savoir qu'il y avait une différence entre le bien et le mal. Et le possédé de Saskatoon. Mais oui, écoute, je voulais pas repasser, oublier cette histoire-là. On en a parlé à 2 ou 3 reprises au cours des dernières semaines. Je rappelle un peu les faits. L'histoire, évidemment, est abondamment évoquée dans la presse canadienne. Il y a quelques semaines, un prêtre de Saskatoon a été appelé au chevet d'un possédé. En fait, c'est la nièce du possédé qui a contacté le diocèse, qui a contacté le prêtre en lui disant que son oncle était possédé. Donc, le prêtre, en arrivant sur les lieux, se retrouve devant un homme dans la cinquantaine. L'homme est assis sur un fauteuil dans le salon, il a la tête sur la poitrine et en voyant le prêtre, il s'adresse à lui dans une voix gutturale et il s'exprime à la 3e personne en disant « Il m'appartient ». Je sais pas, ouais, il m'appartient. Il m'appartient et il demande... C'est Jean Drapeau. Et il demande au prêtre de foutre le camp à ce moment-là. Ah oui. L'homme s'est également gravé sur l'abdomen le mot « Hell », enfer. Oui. Et donc là, le prêtre va faire des prières de libération. Tout ça a été abordé dans la presse. Les journalistes canadiens ont écrit que le diocèse de Saskatoon considérait la possibilité de faire un exorciste et qu'on était à la recherche d'un exorciste professionnel parce qu'apparemment, le diocèse de Saskatoon n'ont pas d'exorciste. Ben non. Ben voilà que là, toute cette histoire-là a été montée en flèche. Et là, on a l'évêque, Monseigneur Boland, l'évêque de Saskatoon, a senti le besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Et évidemment, il dit que ce sont les médias canadiens qui ont déformé ses propos. C'est toujours les médias. Tout le monde s'en prend aux médias. J'ai été mal cité. Ben oui. C'est toujours un peu ça. Donc là, il dit qu'il n'a jamais été question pour le diocèse de Saskatoon de procéder à un exorciste. En fait, que cette histoire-là relevait d'abord de la psychiatrie, donc on allait attendre le diagnostic des médecins, probablement que l'homme souffre de problèmes psychiatriques, donc l'évêque a voulu un peu enterrer cette question-là, et il a nié le fait qu'on a prétendu qu'il avait parlé avec ses collègues albertains de Calgary pour l'utilisation de leur exorciste, et lui a dit non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait appel à eux pour ça, on a discuté de quelle était la meilleure manière de réagir devant un fidèle qui se dit possédé par le démon, mais loin de moi l'idée de faire appel à des exorcistes interprovinciaux pour procéder à un exorcisme à Saskatoon. Un exorcisme. Et les médias, évidemment, Et travaillent les médias, pour le diable. Ben oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Christian Page. Rendez-vous samedi pour ta conférence. Le diable dans tous ses états. Allez voir sur christianpage.ca pour des détails. Merci à Larry, François et Alexandra. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain dès midi. Il n'y a pas l'autre qui suit après les infos. À demain.